Deux chiffres résument désormais un basculement silencieux. 600 millions de dollars, 60 000 hectares irrigués. À première vue, cela ressemble à une annonce de plus dans le flux des promesses pour le Sahel, arrangées parmi les plans de développement vite oubliés. Mais si l'on gratte la surface, que signifie vraiment ce saut d'échelle quand Ibrahim Traoré en fait la colonne vertébrale politique et symbolique du Burkina Faso? Car derrière ces lignes budgétaires, c'est peut-être la place même de l'Afrique dans la chaîne alimentaire mondiale qui commence à se déplacer, au rythme discret des drones et des canaux d'irrigation. Ce projet ne se présente pas comme une réforme agricole classique, mais comme une promesse mesurable: convertir un modèle de survie hérité en un système capable de produire, stocker et décider par lui-même. L'enjeu central, 10 à 12 mots: assurer la souveraineté alimentaire par la maîtrise technologique locale. Si cette ambition attire l'attention, c'est parce qu'elle modifie simultanément trois paramètres: la gestion de l'eau, la valeur du travail agricole et la place des communautés rurales dans l'économie nationale. La question n'est plus seulement de nourrir un pays enclavé, mais de rompre avec un schéma de dépendance qui a structuré la région pendant des décennies. Et au cœur de cette équation, un doute persiste. Jusqu'où un pays peut-il aller en misant sur ses propres outils numériques, ses propres ingénieurs et ses propres données, quand les bailleurs traditionnels observent la scène avec prudence? Cette tension, discrète mais réelle, définit le niveau de risque autant que la portée possible du programme et fixe les frontières exactes de ce qui peut changer dans les mois à venir. Les premiers signaux sont apparus bien avant les drones. Une baisse de 18% des importations alimentaires entre avril et septembre 2025, puis une hausse de 42% du rendement dans les zones pilotes. Ces deux chiffres, posés côte à côte, ont suffi à transformer une intuition locale en indice tangible d'un changement structurel en cours. Derrière ces données se dévoile un enchaînement clair, un document administratif de 42 pages: l'initiative pour la souveraineté verte a redéfini les priorités nationales. Le Burkina Faso y annonçait la réorientation de 600 millions de dollars vers la technologie locale, la production nationale et la formation d'ingénieurs ruraux. Ce choix, perçu comme technique, a pourtant marqué une rupture silencieuse, car il déplaçait la logique de dépendance des décennies passées vers une dynamique d'autonomie mesurable. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré a choisi une stratégie lisible: décoloniser l'agriculture en décolonisant les outils du progrès eux-mêmes. Le pays cessait de louer des solutions importées pour commencer à produire ses propres géosystèmes d'irrigation solaire, ses propres drones et ses propres données agricoles. Cette logique a ensuite reconfiguré la carte rurale. Les 60 000 hectares destinés à devenir des champs intelligents ont été priorisés selon trois critères: accès à l'eau, densité des coopératives et capacité à intégrer des techniciens locaux. Dans les zones retenues, les réseaux d'irrigation pilotés par IA ont réduit les cycles de culture, tandis que les 2000 drones fabriqués près de Koudougou ont permis une régularité de traitement inédite. La technique n'a pas seulement amélioré les récoltes, elle a modifié la perception du travail agricole, introduisant l'idée que les compétences numériques n'étaient plus réservées au capital. En parallèle, l'effet psychologique s'est diffusé rapidement. Les paysans parlaient de dignité retrouvée, les jeunes techniciens de perspectives professionnelles, les coopératives de maîtrise locale des données. Cette bascule mentale, plus lente que les chiffres, mais tout aussi décisive, a préparé la seconde phase du mouvement: une reconfiguration du rapport entre le pays et ceux qui prétendaient le guider. Dans un village proche de Bobo Dioulasso, l'histoire a pris un visage précis: celui de Yacouba, 63 ans, longtemps considéré comme un cultivateur à l'ancienne, sans formation technique et sans accès aux outils numériques. Sa trajectoire est devenue l'un des premiers indices concrets de la mutation en cours.
Il n'avait jamais tenu un smartphone avant l'année précédente. Aujourd'hui, il pilote un drone agricole depuis une tablette solaire guidée par son petit-fils. En une saison, ses récoltes ont triplé, non pas par miracle, mais par synchronisation des cycles d'irrigation et par l'usage d'engrais biologiques produits localement. Cette microbiographie n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs provinces du Nord, de jeunes coopératives se sont organisées autour d'ateliers improvisés pour entretenir les capteurs de sol et réparer les microvannes d'irrigation. À l'Est, des écoles d'agrotechnologie ont commencé à former des adolescents à la programmation des horaires d'arrosage, transformant ce qui aurait pu rester un effet d'annonce en apprentissage quotidien. Les familles, longtemps habituées à dépendre d'interventions externes, découvrent qu'un savoir local peut suffire à maintenir des systèmes complexes à condition d'être transmis méthodiquement. Ce qui frappe le plus dans ces récits, c'est la vitesse à laquelle le changement s'ancre. Une technologie perçue comme étrangère devient en quelques mois un outil domestique. Un métier considéré comme peu valorisé se charge d'une dimension nouvelle, celle de la maîtrise technique. Et au fil des témoignages se cristallise une idée simple, presque tranquille. Lorsque les outils deviennent accessibles, la confiance suit, puis les résultats. Le seuil So What tient en quelques mots. La transformation commence toujours par un corps, un geste, une personne. Tout commence par un matin d'avril 2025. Un discours, simple en apparence, agit comme un détonateur. Ibrahim Traoré apparaît devant l'Assemblée nationale, non pas en uniforme, mais les manches retroussées, comme pour souligner que le travail commence réellement. Sa phrase: Aujourd'hui, nous plantons la vérité, circule en quelques minutes sur les radios locales, puis sur les téléphones, puis sur les marchés. Le déclencheur est là, un appel direct à reprendre la maîtrise de la production alimentaire. Le premier mouvement survient immédiatement, la livraison des drones aux coopératives rurales. Des caisses en bois descendent des camions poussiéreux, sous les yeux d'agriculteurs qui n'ont jamais manipulé un engin motorisé à distance. Les ingénieurs formés entre Ouagadougou et Moscou expliquent les cycles d'entretien, les calibrages, les risques, puis les démonstrations commencent. Un drone s'élève, pulvérise un engrais biologique produit localement, ajuste son altitude selon un capteur d'humidité. Autour, un silence étonné. Jamais un outil venu d'en haut n'avait semblé aussi proche du sol. La dynamique se renforce lorsque les premiers champs intelligents sont activés. 40 zones pilotes, disséminées dans chaque province, deviennent des laboratoires en plein air. Les paysans observent l'eau circuler dans des micro-canaux solaires, déclenchés non par une pompe manuelle, mais par un signal algorithmique. Les cycles, auparavant dépendants de l'intuition ou du hasard climatique, deviennent prévisibles. L'irrigation cesse d'être une lutte quotidienne pour devenir un réglage technique. Le contraste avec la situation précédente, fragmentation, manque d'outils, hasard, crée un effet de bascule presque immédiat. Puis arrive le point culminant. Les images des fermiers burkinabés utilisant des tablettes solaires se répandent sur les réseaux internationaux. Elles paraissent déstabilisantes pour certains observateurs extérieurs. Les analyses se multiplient. Expérience populiste, risque techno-nationaliste, précédent dangereux pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. En moins de 72 heures, plusieurs grands médias occidentaux s'emparent du sujet. Le ton varie, mais l'inquiétude demeure. Que se passe-t-il si un pays enclavé réussit là où on ne l'attendait pas? Cette réaction révèle involontairement l'ampleur du changement. Un modèle peut se propager. À l'intérieur du pays, c'est l'inverse. Les places publiques se remplissent. Les enfants peignent des silhouettes de drones sur du carton recyclé. Les coopératives organisent des démonstrations collectives. La narration s'empare des villages. Nous ne rejetons pas le monde, nous rejetons la faiblesse.
La phrase prononcée une fois par Ibrahim Traoré dans une serre improvisée devient un refrain national. Elle résonne dans les marchés, les écoles, les mosquées. La politique cesse d'être abstraite. Elle devient visible, presque palpable. C'est ici que commence la phase de résonance, l'aftershock. Les pays voisins, Mali et Niger en tête, saluent l'audace burkinabé. Ils proposent des coopérations techniques, des échanges d'ingénieurs, des mutualisations de capteurs et de données. Puis le Ghana, le Bénin et le Togo observent à leur tour la dynamique. L'idée circule. Si le Burkina Faso peut internaliser sa technologie agricole, pourquoi pas d'autres nations du Sahel? Sur le terrain, les transformations quotidiennes prolongent l'effet. Une coopérative réduit son cycle de culture de 16 à 10 semaines. Des groupes féminins divisent par deux leur consommation d'eau grâce aux capteurs. Des techniciens ruraux mettent à jour les logiciels locaux sans assistance étrangère. Chaque amélioration, même minime, confirme une chose. La souveraineté n'est pas une abstraction, mais une suite d'ajustements contrôlés. La secousse initiale devient structure, et l'histoire, jusque-là fragmentée, commence à prendre la forme d'un mouvement. Le point de départ est clair. Avant le lancement du programme, les importations alimentaires du Burkina Faso dominaient la balance, puis elles ont reculé de 18% en seulement 6 mois. Un delta modeste en surface, mais déterminant pour un pays enclavé. Cette baisse correspond à un mécanisme simple. Une partie de la demande intérieure s'est déplacée vers la production locale, réduisant la dépendance structurelle au marché extérieur. Le deuxième indicateur découle du premier. Dans les zones pilotes, le rendement moyen des cultures céréalières a augmenté de 42%. Un chiffre élevé parce qu'il combine irrigation précise, sol mieux géré et réduction des pertes. Ce saut de productivité, encore circonscrit, sert d'étalon pour estimer le potentiel reproductible dans d'autres régions si l'infrastructure suit le rythme. Le troisième chiffre concerne directement les ménages. Le revenu rural a progressé de 27%, première hausse notable depuis une décennie, principalement grâce à l'amélioration des récoltes et à la création d'emplois techniques locaux. Cette progression reflète un repositionnement du travail agricole, désormais associé à des compétences valorisées. Au-delà de ces trois mesures, la question cruciale touche à la continuité opérationnelle. Comment maintenir la cadence lorsque l'enthousiasme initial s'atténue et que les infrastructures exigent une maintenance plus fine? C'est ici que la stratégie d'Ibrahim Traoré intervient. L'État burkinabé a développé un système de suivi en temps réel dont les serveurs sont entièrement situés à Ouagadougou. Les drones mesurent l'humidité du sol, les stations solaires compilent les flux d'eau et un réseau d'intelligence artificielle locale transforme ces données en projections régionales. Contrairement au modèle importé, ce système ne dépend pas d'hébergeurs étrangers, ce qui garantit une souveraineté directe sur les informations agricoles. Sur le terrain, cette architecture technique se traduit par des effets mesurables. Dans la province du Houé, un agriculteur rapporte qu'il récolte en 10 semaines ce qu'il cultivait auparavant en 16, une réduction du cycle rendue possible par l'irrigation stabilisée. Dans le plateau central, les coopératives féminines ont diminué de moitié leur consommation d'eau grâce aux capteurs solaires. Ces transformations peuvent sembler fragmentaires, mais leur addition constitue un socle d'efficacité concrète, reproductible et déjà transmissible. Les économistes soulignent toutefois une limite, la vitesse d'adaptation institutionnelle. Une amélioration rapide peut masquer des failles logistiques, notamment dans la distribution de pièces de rechange, la formation continue ou la supervision régionale. Si ces maillons faibles ne sont pas renforcés, l'ajustement pourrait ralentir et compromettre les résultats à moyen terme. Pour la diplomatie internationale, cette autonomie nouvelle est regardée avec prudence car elle renverse un rapport de dépendance installé depuis des décennies.
Pourtant, les chiffres racontent une réalité simple. Un pays produit davantage, importe moins et génère des revenus ruraux en hausse. Il témoigne de la cohérence d'un modèle localisé dont la solidité dépend surtout de sa persistance organisationnelle dans les années à venir. Deux visions s'affrontent désormais, presque symétriques, chacune structurée autour d'arguments solides en apparence. Les partisans du programme avancent un premier point. La stratégie du produire local a déjà démontré une capacité réelle à réduire la dépendance extérieure. Il s'appuie sur les données disponibles, baisse de 18% des importations, hausse de 42% des rendements, création de milliers d'emplois techniques pour affirmer que l'autonomie n'est plus un slogan mais un processus quantifiable. Selon eux, l'essaimage des compétences, la fabrication locale des drones et l'appropriation des outils numériques constituent un modèle reproductible dans d'autres régions du Sahel. Il voit dans cette dynamique une consolidation de la dignité nationale, longtemps affaiblie par des décennies de dépendance structurelle. Les détracteurs formulent une critique presque miroir. Ils redoutent d'abord qu'un système sans supervision étrangère laisse trop d'espace à la corruption ou au détournement, surtout dans la distribution des pièces et des équipements. Ils craignent également qu'une centralisation trop forte, budgétaire, technique, institutionnelle, crée une vulnérabilité interne. Si un maillon flanche, c'est tout le réseau qui peut en pâtir. Certains analystes occidentaux parlent même d'un populisme technologique, une modernisation séduisante mais fragile, car fondée sur une dynamique politique plus que sur des garanties institutionnelles durables. Pour eux, le véritable risque se situe dans la dépendance numérique. Remplacer une dépendance financière par une dépendance aux infrastructures serait un simple déplacement de vulnérabilité. Face à ces deux thèses opposées, une réponse s'impose, à la fois technique et mesurée. Les données disponibles montrent que les mécanismes de contrôle et de formation ont été intégrés dès la première phase du programme. Ateliers de maintenance, écoles d'agrotechnologie, réseaux, locaux de techniciens, serveurs hébergés à Ouagadougou. La souveraineté ne repose donc pas uniquement sur l'élan politique, mais sur une architecture de compétences distribuées qui limite précisément les risques identifiés par les critiques. La trajectoire n'est pas un miracle, mais un apprentissage national structuré. Et les chiffres indiquent qu'il fonctionne, du moins à ce stade précoce. Le silence se fissure. À ce stade du programme, ce n'est plus l'agriculture qui change en premier, mais le regard que le pays porte sur lui-même. Le midpoint apparaît dans cette fracture symbolique. Les murs de Ouagadougou se couvrent de fresques représentant des drones, et ce geste collectif marque un tournant que même les premiers résultats chiffrés n'avaient pas encore pleinement révélé. Les bailleurs étrangers, inquiets d'une possible contagion idéologique, suspendent certains projets aux projets secondaires, provoquant un écho médiatique immédiat. Pour les observateurs extérieurs, cette réaction semble confirmer que le Burkina Faso s'engage dans une voie difficile, peut-être risquée, où la souveraineté s'affirme au détriment des partenariats traditionnels. Mais à l'intérieur du pays, l'effet est inverse. Les marchés deviennent des espaces de débat, les écoles organisent des ateliers autour des technologies agricoles et les mosquées s'emparent de la notion de dignité productive. Un mouvement culturel naît, diffus, mais profond, structuré moins par des slogans que par une prise de conscience. Un pays peut décider de se nourrir lui-même sans attendre l'approbation d'autrui. Ibrahim Traoré le sait. La bataille la plus décisive ne se joue pas dans les champs connectés, mais dans les esprits. Lorsque l'imaginaire bascule, le reste suit, parfois plus vite que prévu. Les effets de la transformation ne se lisent plus seulement dans les rapports ministériels. Ils se matérialisent dans les gestes, les revenus, les choix et les trajectoires de quatre groupes clés: les agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes diplômés
et les voisins régionaux. Chaque groupe incarne une facette distincte du même mouvement, la souveraineté productive rendue concrète. Dans les campagnes, les coopératives locales ont vu leur production augmenter d'environ 40% en moins d'un an. Les drones, autrefois perçus comme des objets futuristes, sont devenus des compagnons quotidiens, capables de pulvériser des engrais organiques avec une précision impossible à la main. Les capteurs solaires, eux, ajustent l'irrigation en temps réel, réduisant les gaspillages d'eau tout en stabilisant les cycles de culture. La fatigue du labeur laisse progressivement place à une fierté nouvelle, celle d'un métier redevenu pilier du pays. Un paysan résume son ressenti par une phrase simple: «Le sol nous répond enfin». Cette phrase reflète l'esprit de la stratégie portée par Ibrahim Traoré: restaurer le dialogue entre la terre et ceux qui la cultivent. Autour des pôles industriels, un écosystème inédit se structure. Des ateliers de maintenance émergent près de Koudougou. Des ingénieurs revenus de la diaspora créent des startups d'agrotechnologie. Des logiciels locaux remplacent progressivement certains modules importés. En 18 mois, plus de 2000 petites entreprises voient le jour, produisant pièces détachées, compost biologique, capteurs ou outils d'analyse. L'économie se diversifie et pour la première fois depuis longtemps, la valeur ajoutée reste majoritairement dans le pays. Les importations diminuent non par contrainte, mais par saturation d'une offre locale crédible. Le changement le plus profond est les psychologiques. Les filières agricoles, autrefois délaissées, redeviennent attractives. Les écoles techniques affichent une hausse d'inscription de 60%. Les adolescents voient l'agrotechnologie non comme un refuge par défaut, mais comme une voie d'avenir, un domaine où science et dignité se rejoignent. Cette inversion symbolique modifie les rêves de carrière. On ne parle plus seulement d'émigration ou de fonction publique, mais de formation locale, d'innovation rurale et de création d'outils. L'identité professionnelle évolue, signe que la transformation touche désormais les imaginaires. L'impact dépasse les frontières du Burkina Faso. Le Mali et le Niger ont signé des accords de coopération pour mutualiser leurs brevets, partager leurs données climatiques et former leurs techniciens. Au Bénin, la production d'engrais biologiques augmente de 15% après l'adoption de pratiques inspirées de l'expérience burkinabé. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, on parle désormais d'un modèle burkinabé, un précédent qui montre que la souveraineté agricole peut émerger d'un pays enclavé sans ressources majeures. Cette dynamique régionale confirme que le programme ne transforme pas seulement d'un territoire, mais une manière de penser le pouvoir dans le Sahel. Ainsi, ces quatre visages du changement convergeant vers une même idée. L'indépendance n'est pas un concept abstrait, mais une chaîne d'actes mesurables et reproductibles. Et lorsque chacun de ces groupes avance, c'est l'ensemble du pays qui franchit un seuil nouveau. À ce stade, la trajectoire du Burkina Faso peut se prolonger selon trois directions distinctes, chacune reposant sur des dynamiques déjà perceptibles et sur la solidité ou la fragilité des infrastructures mises en place. Les 6 à 12 prochains mois formeront une zone charnière où l'élan devra soit se stabiliser, soit se défendre, soit se réinventer. Le pays consolide les acquis sans rupture majeure. Les coopératives continuent d'étendre leur surface irriguée, les ateliers de maintenance suivent le rythme et les écoles d'agrotechnologie alimentent régulièrement le réseau de techniciens. Les rendements se stabilisent autour de plus 35%, un plateau viable qui montre que le modèle fonctionne même hors phase expérimentale. Les, ten- les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues car les acteurs internationaux s'adaptent à la nouvelle réalité. Dans ce scénario, la souveraineté agricole se structure comme une institution durable capable d'absorber les fluctuations extérieures. L'alliance agricole entre Burkina Faso, Niger et Mali se renforce au point de devenir une plateforme commune de données climatiques, de brevets et de formation.
Des pays comme le Ghana et le Togo rejoignent progressivement l'initiative, créant un marché ouest-africain de la technologie agricole. Les financements internes remplacent peu à peu les aides extérieures, tandis que l'innovation locale attire de nouveaux ingénieurs de la diaspora. Dans ce cadre, la région du Sahel, longtemps décrite comme zone de crise, devient un laboratoire de résilience et de prospérité partagée. La transformation locale se mue en transformation continentale. Les créanciers occidentaux suspendent certains prêts, les flux logistiques ralentissent, les pièces détachées deviennent difficiles à importer. Les chaînes d'approvisionnement internes se tendent et la population ressent un essoufflement lorsque les résultats visibles tardent dans certaines zones rurales. La narration positive peut alors se fissurer, ouvrant un espace à la contestation. Le danger principal n'est pas l'échec technique, mais la lassitude collective face au rythme du changement. Dans tous les cas, une recommandation s'impose. Adopter une lecture dynamique plutôt que binaire. La souveraineté n'est ni un état final ni une rupture brutale. Elle fonctionne comme un gradient qui avance ou recule selon la coordination, la patience et la capacité à maintenir les savoirs localement. C'est dans cette flexibilité d'esprit que se joue la véritable robustesse du modèle. Dans les villages du Sahel comme dans les quartiers urbains, la transformation ne se résume plus à des graphiques ou à des bilans administratifs. Elle s'inscrit dans les gestes quotidiens, les discussions, les choix de vie. Pour comprendre ce que signifie réellement cette mutation, il faut regarder comment trois groupes, familles rurales, jeunes diplômés, anciens, ressentent ce basculement. Elles voient leurs enfants rester au pays au lieu de chercher un avenir ailleurs. Les données de récolte entrées sur les tablettes solaires deviennent des repères familiaux, presque des rituels. La peur de manquer d'eau recule quand les capteurs régulent l'irrigation à leur place. Et peu à peu, une conviction se construit. La modernité n'est pas un privilège urbain, mais un outil partagé. Ils trouvent enfin une utilité directe à leur formation. Les écoles d'agro-innovation, hier perçues comme des voies de second choix, deviennent des passerelles vers des emplois techniques stables. La perspective d'émigrer n'est plus la seule option prestigieuse. La valeur se déplace vers la contribution locale. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient une politique nationale s'incarner dans des opportunités concrètes. Ils observent la transformation avec une émotion particulière. Pendant des décennies, leurs promesses de récolte avaient été trahies par la sécheresse, les aléas du climat ou la dépendance aux aides. Aujourd'hui, ils redécouvrent une fierté simple, celle d'avoir planté avant de récolter et de voir le pays retrouver sa voie. Le changement leur rappelle que la dignité peut revenir lorsqu'on reprend la maîtrise de ses moyens de subsistance. À travers ces trois prismes, une même idée circule. La souveraineté n'est pas seulement un projet national, mais une expérience intime. Elle transforme non seulement ce que l'on produit, mais ce que l'on pense possible. Pour transformer une avancée en structure durable, il faut une méthode, non pas un slogan, mais une suite d'actions mesurables adaptées aux réalités du terrain. Autour d'Ibrahim Traoré, un plan opérationnel se dessine en 5 étapes précises, chacune liée à un acteur, un délai et un indicateur clair. Chaque région doit disposer d'un comité local d'agrotechnologie, capable d'ajuster les outils au sol, aux saisons et aux besoins réels. Cette autonomie territoriale permet de corriger les dysfonctionnements avant qu'ils ne deviennent systémiques. Les ingénieurs burkinabés formés à l'étranger deviennent mentors dans les centres ruraux. La compétence ne circule plus verticalement, mais latéralement, d'un village à l'autre, d'un atelier à un autre. La transmission devient un acte stratégique plutôt qu'un supplément optionnel. Les serveurs situés à Ouagadougou doivent être protégés contre les dépendances externes. Des universités locales mettent en place une filière de cybersécurité agricole, première du genre dans la région.
La souveraineté passe aussi par la maîtrise de l'information. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso coordonnent désormais leurs brevets, leur formation et leur réseau d'irrigation. En harmonisant leurs standards, ils créent un socle technique commun qui réduit les coûts et augmente la résilience collective. Des indicateurs mensuels, rendement, coûts, emploi, consommation d'eau, forcent le système à s'auto-ajuster. La souveraineté devient ainsi un processus vivant, non une destination figée. Ibrahim Traoré résume cette logique par une formule simple. Un pays ne construit pas une forteresse, mais un atelier. Et un atelier ne cesse jamais d'apprendre. Au crépuscule, on retrouve la silhouette de Yacouba, celle du vieil agriculteur qui, un an plus tôt, ne savait même pas allumer un smartphone. Il se tient à l'entrée de son champ, observe le drone qui trace son dernier passage au-dessus des sillons et sourit avec la même retenue que lors de sa première démonstration. Cette scène, minuscule en apparence, révèle pourtant ce que les rapports officiels ne peuvent pas écrire. La transformation du pays commence là où un geste ancien rencontre un outil nouveau. Autour de lui, les jeunes techniciens qu'il a vus grandir révisent les capteurs, notent les données, discutent des réglages, comme si cette maîtrise avait toujours fait partie de leur quotidien. Rien n'a été imposé d'en haut. L'apprentissage s'est tissé de proche en proche, exactement comme l'avait imaginé Ibrahim Traoré lorsqu'il parlait de reprendre la vérité à la terre. Le pays ne change pas seulement par décret, mais par capillarité silencieuse, par continuité minuscule, par une confiance lentement reconstruite. Et lorsque Yacouba éteint sa tablette solaire, quelque chose se ferme et s'ouvre en même temps. Un cycle se termine, un autre commence. La souveraineté n'est plus un horizon lointain, mais une pratique quotidienne. Une dignité retrouvée devient une force irrésistible. Le monde observe encore en silence ce qu'un petit pays enclavé a osé entreprendre. Mais l'histoire racontée ici n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Elle touche quiconque a déjà connu la dépendance, la lassitude d'attendre que d'autres décident à sa place. Chaque graine plantée dans les plaines du Sahel devient une question adressée au reste du monde. Que ferions-nous si nous possédions enfin nos propres outils? Cette révolution agricole n'est pas une leçon, encore moins un modèle à imposer. C'est une invitation. Une invitation à discuter, à débattre, à imaginer ce que pourrait devenir un territoire lorsque sa population choisit d'agir plutôt que de subir. Une invitation aussi à regarder différemment ce que l'on croyait immobile, les gestes, les savoirs, les ambitions. Si cette vision vous inspire, partagez-la, interrogez-la, transmettez-la autour de vous. La souveraineté n'est pas un slogan figé, mais un dialogue ouvert dont chaque conversation élargit le champ des possibles. Et parfois, il suffit d'une parole échangée pour déplacer une certitude.